Votre fidélité à ce magazine culturel nous est précieuse, chers téléspectateurs. Merci à vous si vous nous rejoignez. Pour l'actualité culturelle, Welfar Kaya, un jeune humoriste congolais, tente de définir la nature de la femme à travers son savoir-faire humoristique dans son spectacle intitulé Welfar au royaume des femmes. Il s'est déguisé en Charlotte Djipanda, son entrée en salle est spectaculaire. Welfar Kaya, au royaume de femmes, un spectacle inédit. Le one-man show, à travers de l'humour, appelle les hommes à accorder une attention particulière à la femme, un être qui, selon lui, au-delà de ses faiblesses, demeure la génitrice. Parce qu'on est capable d'arrêter une guerre simplement parce qu'il y a des femmes là-bas. Si on arrive sur cette terre, si on est, c'est grâce aux femmes. Je me suis toujours demandé si un homme pouvait accoucher, à quoi ça ressemblerait. Mais les femmes, elles sont fortes, elles accouchent les enfants de 7 kg, 8 kg, 900, 12 kg. Et puis c'est là-bas, nous, on veut partir. Quand tu regardes la tête de ton fils qui est sorti, normalement, si tu es un homme courageux, tu dis, je ne peux plus passer par là. Le public ici est à son comble de joie. La grande question est de savoir si l'artiste est parvenu au bout de son exploration. Avant de partir, j'aimerais dire une chose. J'ai fait ce voyage, je suis allé au royaume des femmes pour comprendre la femme. Au finish, je n'ai même pas atteint 1%. On ne peut pas comprendre la femme. Welfar est un jeune humoriste du collectif Le Brazza Comedy Show et a déjà participé à plusieurs spectacles, à l'instar du Valérie Ndongo Club au Cameroun. Elle est initiatrice du projet Slam Unité. Mariuska Mukenge est actuellement en tournée africaine pour sensibiliser les jeunes issus des familles défavorisées au slam. Et avant son départ pour Lubumbashi en RDC, l'artiste a émerveillé son public, sinon le public brazzavillois, par un concert de slam. Instant solidaire te rappelle que ce n'est pas la maladie qui tue, mais l'absence de la vertu, qu'est être solidaire. Je l'ai vu sur la peau du VIH qui ne demandait qu'à être entouré. Nous, bien être égoïstes, avons choisi simplement le rejeter, sans penser que nul être ne choisit ici-bas de malade tombé. Ce n'est pas la famine qui tue, mais l'absence de la vertu, qu'est être solidaire. Chaque fois que nous jetons à manger, plusieurs vies en fait taire. Puisqu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, frère, à quoi sert de s'accaparer tout l'or du monde s'il n'en aura même pas ta mort sous terre? Et puis le dernier Ndinga, une pièce de théâtre qui appelle à un retour aux valeurs propres au peuple bantou, a été mise en scène par les ateliers SAM. Et je vous propose ici de suivre un extrait. Maîtrise-toi. Maîtrise-toi. Nous ne voulons pas que tu attires la colère des habitants par de fausses présomptions. Nous voulons que la paix et l'entente continuent de régner dans le village. Pourquoi? Hein? Pourquoi? Suis-je le danger qui menacerait la paix et l'harmonie du village? Hein? Pourquoi serais-je celui qui attire la colère et la haine de tous les villageois vers moi? Dois-je comprendre que désormais dans ce village, le vote est devenu le critère de la paix et de la bonne entente entre nous? Oh, j'ai observé les allées et venues de tous les habitants du village.
Et ce que j'ai vu me dépite complètement. Je viens de me rendre compte que le vote est devenu un sport collectif. Et personne n'est hors de cause. Je vous parle de cette société construite par nos ancêtres, pour nous et pour nos enfants, afin que s'accomplisse une société de bonheur où chacun respecte le bien d'autrui et le bien public. Une société où le faible est soutenu par le fort et où chaque enfant goûte pleinement aux délices de la vie en communauté. Mais je vous parle et personne ne renchérit sur mes propos. Parlons à présent de la mode. Il s'agit de Elise Fashion Mode qui a présenté sa toute première collection. Cette collection a été présentée dans une ambiance toute particulière, ponctuée par un défilé de mode. Elles sont toutes vêtues en pagne et autres tissus. Les modèles sont variés. Le public contemple avec admiration ces différents modèles. Une marque déposée d'Elise Fashion, une jeune créatrice congolaise qui pense assurer son autonomisation à travers la mode, une industrie bien explorée sous d'autres cieux. La passion est grande pour la créatrice de mode et prise d'affirmer et montrer au monde son talent de styliste. Le plus important pour moi, c'est beaucoup valoriser mon pays, montrer aussi aux autres que le Congo est capable de faire mieux, le Congo est capable d'être excellent, qu'au Congo, il y a aussi des stylistes qui ont de l'inspiration, qui créent des tenues aussi qui sont très belles aussi. Une initiative encouragée par les personnes séduites par la créativité, mais qui n'ont pas manqué de signifier que l'artiste a encore du chemin à parcourir. C'est une très bonne prestation. Ça montre au moins jusqu'à quel degré l'on peut pousser la recherche dans le style. Je crois que cela fait partie de la culture. Parce qu'il y a peu de jeunes qui s'adonnent à la culture de style. En tout cas, c'est une bonne recherche du point de vue artistique, du point de vue styliste. Je crois qu'il faut encourager cela. En tout cas, j'ai aimé ce qu'elle a fait là, je l'encourage beaucoup. Elise Mode Fashion est une marque faite à base de tissus de toute nature et aussi à la portée d'une clientèle qui préfère du Made in Congo. Pour la vitrine de cette émission, nous revenons sur le musée des peuples autochtones. Il s'agit des Akas, habitants des forêts du nord du Congo et du sud de la Centrafrique. Ce musée est tenu par Sorel État, un opérateur culturel congolais. Je vous propose de suivre ce qu'il en est. Dans cette vieille case coloniale se trouve le patrimoine culturel des Akas, population autochtone habitant des forêts du nord de la République du Congo et du sud de la Centrafrique. Cette case abritant le musée des Akas est l'initiative de Sorel État, ethnologue congolais féru de la culture des autochtones. Ici, tous les objets ont une signification. Voilà, là nous avons la jupe d'Andoudou, c'est une jupe éphémère, faite en matière végétale. C'est des habits d'antan. Bon, aujourd'hui, c'est plus utilisé pendant des moments de danse. Donc, quand il y a une danse au village, chaque fille, chaque femme confectionne rapidement cette jupe en matière végétale, mais c'est des jupes éphémères. Hein. Après la danse, on abandonne. Mais il y a d'autres jupes qu'on fait avec des matériaux un peu plus durables. C'est la jupe raffia qu'on appelle en lingala malembelembe. En langue on appelle ça madamba. Donc, c'est fait à partir des fibres du palmier raffia. Hein. Là, j'ai pas la jupe confectionner, j'ai tout fait en Europe, mais avec ces fibres, on confectionne ces jupes. Et vous remarquerez que ces jupes sont souvent peintes en noir. En noir et en rouge, les jupes raffia que nous utilisons souvent pour la danse. Même il y a beaucoup de groupes en ville qui utilisent ça. Donc le rouge est obtenu à partir du bois rouge du padouk. Donc avec le bois rouge du padouk, on obtient la teinture rouge du padouk. On obtient d'abord la pâte rouge. Cette pâte est utilisée pour teinter les jupes raffia. Mais la pâte séchée nous permet d'obtenir la poudre rouge du padouk. Et cette poudre est utilisée souvent pour certains rituels ou bien pour les maquillages. Maintenant, ouvert à tout public, ce site accueille pendant des périodes des vacances les écoliers motivés d'apprendre auprès de cet ethnologue le mode de vie des populations autochtones, un mode de vie naturel. Photographie, documentation écrite puis audiovisuel illustrant la vie des Akas dans la forêt, c'est le patrimoine conservé dans ce musée.
Le musée Aka, en fait, ça fait partie de mes rêves, hein, parce que lorsque j'avais rencontré les Aka en 1996, donc 21 ans aujourd'hui. Donc dans mes débuts, j'avais l'habitude de collecter les objets qu'ils utilisaient dans leur quotidien. Et toutefois que je les emmenais ici en ville, ils étaient abîmés parce que voilà, on est dans la partie de la famille, donc les gens ne connaissaient pas la valeur de ces objets. Même à Pointe-Noire, c'était la même chose. Donc moi, je m'étais dit qu'un jour, je dois monter un musée. Et quelques années plus tard, j'ai eu l'opportunité de travailler au musée des Dépêches de Brazzaville. Donc cela fait partie de mon expérience. Et au moment opportun, lorsque j'ai eu la possibilité, je l'ai créé. Se montrant beaucoup conservateur, Sorel État, propriétaire du musée des Aka, estime que cette culture revêt une richesse historique et mérite d'être préservée jalousement. C'est l'histoire des Aka hein, qu'on peut découvrir à travers ces musées. Vous savez, l'objectif d'un musée, c'est quoi? C'est la collecte, la conservation et l'exposition en vue d'édifier le public. Donc moi, j'ai la possibilité d'aller sur le terrain, de faire la collecte. Et donc 21 aujourd'hui, j'ai fait la collecte, par exemple des objets, des vidéos, des éléments audio, etc. que j'ai réunis dans cet espace. Et j'ai exposé ces objets et tout ce patrimoine pour permettre à ceux qui ne connaissent pas ce peuple de le connaître dans sa profondeur. Voilà, donc c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est la préservation et la valorisation de la culture des populations autochtones Aka. Les Voix de la forêt selon Sorel État est en voyage au cœur de la forêt équatoriale à la découverte des peuples autochtones Aka et de leur musique. Mais pour ceux qui fréquentent les musées, ils savent que les objets qui sont dans les musées, on ne les touche pas. N'importe comment, souvent c'est interdit, quoi. Voilà, il faut que nous puissions en prendre soin pour que les autres aussi puissent avoir la possibilité de les regarder et de découvrir leurs valeurs. Ce musée est créé en 2015. Place à présent à la tribune de Vox Culture, une tribune consacrée à un ouvrage. Il s'agit ici de ce titre, Stop au gaspillage des jeunes, un ouvrage d'un jeune auteur congolais. Qu'est-ce qu'il nous dit exactement? C'est à découvrir dans cet entretien. Bonjour et bienvenue Olivier Lincoln Batéas Molombe dans ce cadre que nous offre l'Institut français du Congo pour la tribune de cette émission Vox Culture. Oui, bonjour et merci à vous Vox Télévision de me recevoir ainsi qu'à votre partenaire l'IFC. Voilà, vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé Stop au gaspillage des jeunes, un ouvrage de 102 pages publié par les éditions Culture Croisée. Et déjà, la première question que je voudrais vous poser, pourquoi Stop au gaspillage des jeunes et à qui vous vous adressez finalement? Oui, le pourquoi. Avant tout, j'aimerais, vous avez su le dire, que je ne suis qu'un auteur en fait. Et c'est très essentiel de souligner le fait que je ne me considère pas vraiment comme un écrivain parce que au fond je ne suis qu'un jeune Congolais qui avait des choses à dire et il fallait trouver la manière la plus digne de le faire. Comme j'aime le dire, le pourquoi de ce livre, quand vous me demandez, c'est que il était temps aujourd'hui pour la jeunesse congolaise de s'exprimer, et cette fois de manière digne. Et effectivement, il était temps pour la jeunesse congolaise de s'exprimer, comme vous le dites si bien. Et là-dedans, vous abordez des questions liées à la jeunesse, notamment des phénomènes de société aujourd'hui que tout le monde décrit, à l'instar du bébé noir. Et est-ce qu'on peut dire que Olivier Lincoln Batéas Molombe, ici, est en train d'aborder un sujet dont il a la maîtrise? Déjà, quand j'essaie un peu déjà de lire la première page de couverture, vous parlez de votre expérience personnelle. Oui, exactement. Et vous avez suivi que lorsque j'ai dit cette fois de manière digne, parce qu'elle s'est toujours exprimée, cette jeunesse. Il faut comprendre ce comportement, à la limite autodestructeur des bébés noirs, par exemple, comme une maladroite forme d'expression. Je dis bien une maladroite forme d'expression, et non pas seulement comme un nouveau genre de banditisme, derrière lequel d'ailleurs se cache un véritable appel à l'aide
d'une jeunesse congolaise aux abois, incomprise et à bout de souffle. Un appel qui d'ailleurs ne mérite plus d'être ignoré. Et déjà, puisque vous en parlez, vous parlez déjà des bébés noirs. Dans votre ouvrage, vous faites mention de bébés noirs avec une description aussi très pertinente et avec aussi un style qui choque d'une manière ou d'une autre. Oui, mais c'est la réalité que vous consignez dans votre ouvrage. Voilà, exactement, parce que cet ouvrage, il faut la catégoriser. Bon, moi j'ai écrit que les professionnels la catégorisent, mais pour moi, c'est un témoignage, je crois bien. Et cet ouvrage-là, de 102 pages. Moi, je suis natif de Wenzé Talangai. Je m'inspire de... Parce que ce fléau-là, il est parti de là-bas. Je m'inspire de ça. Donc, vous avez Stop au gaspillage de jeunes qui représente un bond énorme en avant dans ce débat qui jusque-là est resté assez stérile. C'est-à-dire, on s'est contenté de se renvoyer la faute. Il y a ceux qui disaient que c'était la faute des jeunes, ceux qui disaient que c'était la faute de la famille, d'autres c'est la faute de l'État. Alors, ce livre vient pour dire que ce n'est ni la faute de la jeunesse, ni la faute de la famille, ni la faute de l'État, mais que c'est de la faute et de la jeunesse, et de la famille, et de l'État. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, d'entrée de jeu, dès le préambule, j'insiste sur la notion de la responsabilité collective, s'il vous plaît, qui a été définie de la plus belle des manières par Jean-Paul Sartre, qui dit que tous, autant que nous sommes responsables de ce qui se passe dans notre société à notre époque. Et est-ce qu'on peut aujourd'hui parler de l'origine des bébés noirs et puisque tout le monde aujourd'hui, quand il y a un cas de banditisme, par exemple, on attribue les faits aux bébés noirs dans l'ouvrage, vous essayez un peu de percer, vous essayez un peu de décrire le sujet. Oui. Stop au gaspillage des jeunes, c'est 102 pages. 3 chapitres. Alors, le premier, intitulé « Les racines du mal ». Alors, avant de présenter les racines, je voudrais passer au second. On reviendra sur le premier. Le second qui s'intitule « Les différents visages de la délinquance juvénile ». Alors ici, j'ai voulu avoir un regard assez global. J'ai voulu avoir comme une vue assez synoptique, un regard assez synoptique sur la problématique comportementale que pose aujourd'hui la jeunesse congolaise. Depuis l'apparition de ces comportements délinquants, en passant par leur évolution, jusqu'à leur manifestation actuelle, que ce soit le Kipomba, le Kikuluna, les violences interlycées, les bébés noirs, les Arabes et Américains. Tout ce qu'il faut savoir se trouve dans ce deuxième chapitre, y compris sur les profils de ces principaux protagonistes, le mode d'emploi, les motivations, même le sens, l'origine de ces termes tels que bébé noir. Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient? Les autres, pourquoi ils se sont appelés arabo-américains? Voilà, je peux dire, pour éclairer les gens déjà, que avant qu'ils lisent le livre, que le terme bébé noir n'est pas un terme global. Et même que les bébés noirs n'existent plus, s'ils veulent le découvrir, les bébés noirs n'existent plus, ils sont où alors qu'ils s'aiment ravagent tous les jours, on ne cesse de parler de cette situation. Monsieur Wences, il faudra lire le livre pour découvrir ce que... Eh bien oui, j'ai moi feuilleté le livre. Lorsque vous décrivez, par exemple, vous parlez de Kipomba, vous parlez des violences interscolaires, et là-dedans, dans les violences interlycées, bien sûr, lorsque vous parlez de violences interlycées, on voit le commun de mortel attribué tout simplement cela aux bébés noirs, et vous faites une distinction entre les bébés noirs, le Kipomba, les Kikuluna, ainsi de suite. Est-ce que tous ces mouvements-là aujourd'hui ne sont pas appréhendés comme le bébé noir? Non, non, pas du tout. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on ne peut pas. Et j'assiste à quelque chose, à travers les médias même, qu'on veut extraire les phénomènes bébé noirs, arabes et américains, qui sont deux choses différentes, de la problématique comportementale de façon générale que pose la jeunesse congolaise aujourd'hui. Je vous donne un exemple, le Kipomba, le Kikuluna et les violences interlycées ont commencé avant que les bébés noirs n'existent. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai détaillé tout ça? Vu que je ne suis ni flic, si vous voulez, ni scientifique, mais ce n'est pas pour montrer aux gens que, ben voilà, regardez comment nous sommes, nous la jeunesse congolaise, nous sommes des brigands, des bandits. Pas du tout. Quand pour donner raison aux gens qui veulent faire de la jeunesse congolaise des moutons noirs de la société. Mais ça laisse aussi à craindre quand j'essaie un peu de fêter votre ouvrage. Non, je l'ai fait, monsieur Wences. Je l'ai fait pour une unique et seule raison. C'est pour montrer,
pour permettre à l'opinion nationale de voir que dans chaque jeune dit américain, que dans chaque jeune dit arabe, au fond de lui se trouve un vrai mal-être. Voilà pourquoi en préambule, je dis que nous sommes tous bébés noirs. Pas dans l'action, mais dans notre être le plus profond. Car dans cette énorme moule qu'est la société congolaise, nous, les jeunes de ma génération, nous avons été façonnés dans l'indifférence et les souciances des plus absolues, au point que je ne crains qu'aucune mesure répressive, aussi ferme soit-elle comme celle préconisée par le parquet de Brazzaville, ne puisse guérir ce mal-être plus mental que physique, si elle n'est pas accompagnée de mesures capables de nous sauver et de faire de nous des citoyens utiles à la société. Voilà pourquoi je suis passé par ce premier chapitre que j'ai intitulé « Les racines du mal » pour qu'enfin nous parlions de l'origine, de l'origine justement, pour une fois, de ces comportements-là déviants. Voilà, vous êtes un essayiste. Déjà, vous entendez parler, quand j'essaie un peu de feuilleter votre ouvrage, un essayiste, il est aussi tantôt engagé. Oui, vous avez vu que j'ai cité Sartre, c'est un de mes penseurs, il faut dire, préférés, pour ne pas dire celui qui m'a le plus influencé, que j'ai découvert au lycée. Mais je suis convaincu d'une chose, que l'on ne naît pas américain ou arabe, mais qu'on le devient. Et dans ce livre, j'essaye de montrer comment et pourquoi. Voilà, quand j'essaie aussi de feuilleter votre ouvrage, je retrouve un peu des histoires qui sont propres aux Africains, et pas seulement africains, comme ça je vais dire de façon globale, mais propres aux Congolais. Propres aux Congolais, par exemple, vous parlez des Kamans. Kamans, c'est ici, il s'agit d'un rituel ancestral, où après un bon moment, des jeunes ont récupéré, et dans les milieux scolaires, par exemple, quand un jeune prenait les trans, c'était pas facile à le retenir. Comment vous faites le rapprochement entre ces rituels et le phénomène bébé noir, voire même aussi le Kipomba qui se développe aujourd'hui? Comment faites-vous ce rapprochement? En fait, je ne me suis pas attardé sur les Kamans, sur le tramadol, je parle de tout ça. En fait, je voulais montrer, à base de témoignages, surtout personnels, de témoignages profonds et forts, l'impact de l'environnement social. Parce que j'accuse notre environnement social de dicter cette attitude-là violente des enfants. Je parle de beaucoup de choses. Dans ce premier chapitre-là, justement, des racines, il y a la violence domestique, il y a la violence de l'école, il y a la violence sociale de manière générale. Quelqu'un, monsieur Wences, qui grandit dans un château ne réfléchira jamais comme quelqu'un qui a grandi dans la cité. On est bien d'accord. Donc, ce comportement, cette attitude violente des jeunes Congolais est dictée par leur environnement social. Voilà ce que j'ai voulu montrer depuis les racines, donc depuis l'enfance, dans leur évolution. J'ai voulu montrer dans ce premier chapitre. Dans le second, je vous ai dit, c'était les différents visages de la délinquance. Dans le troisième chapitre, cette fois, intitulé les différents, quelques facteurs, socio-culturels, socio-économiques, qui peuvent nous aider à mieux comprendre l'état de notre société. Alors ici, il était question pour moi d'avoir un regard un peu plus scientifique, il faut dire, sur la chose, pour ne pas dire peut-être plus précisément sociologique. Parce que moi, j'accuse en premier nos conditions et modes de vie. C'est quoi les conditions, modes de vie ici qu'on accuse? Quand je parle de facteurs socio-culturels et socio-économiques, il s'agit pour moi ici de faire comprendre aux gens que le problème de la délinquance dans notre pays n'est pas un problème banal, n'est pas une affaire sociale lambda. Il s'agit réellement d'un problème sociétal qui touche tous les domaines de notre vie sociale. Je commence justement par rappeler le contexte socio-historique de la famille congolaise. Entre tradition et modernité, par qui et comment sommes-nous donc élevés? Je rappelle, pour nous qui sommes bantous, donc il faut faire la différence. Nous avons une culture mixte. Nous nous sommes retrouvés brutalement face à deux normes, la tradition et la modernité. Au lieu d'en choisir une, on a opté pour les deux. On les a toutes les deux transgressées en même temps. D'où la culturation. Maintenant, dans la famille, pour nous, notre conception de Bantou, la famille a toujours été assez large, extensible à souhait, par clan entremêlé ou par lignage. Alors, dans ce cadre, l'enfant appartient à tout le monde. Pour nos ancêtres, l'enfant appartenait à tout le village. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'il était préparé à jouer son rôle
dans la communauté. Si le père était chasseur, l'enfant se préparait à être chasseur comme son père. S'il veut être pêcheur... Mais qui devait jouer tout ce rôle-là pour qu'aujourd'hui on voit qu'on vive ces Oui, j'y arrive, monsieur Wences. Oui. Donc, s'il veut être pêcheur, il va aller chez son oncle pêcheur pour apprendre cela. Si c'est une fille, on va l'initier à la poterie ou à l'agriculture comme sa mère. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le père... Ben, je précise déjà que la conception moderne aujourd'hui de la famille, c'est une structuration assez simple, père, mère et les enfants. Alors, dans ce cadre, aujourd'hui, dans la modernité, pour qu'un parent soit capable d'élever son enfant à l'occidental, il doit d'abord lui-même être formaté à l'occidental, c'est-à-dire perdre sa culture, Lari, Vilim, Boshi, Bomi, Tabac, que ses ancêtres lui ont légué, c'est-à-dire connaître ses devoirs vis-à-vis de cet enfant-là, ce qui est rarement le cas dans nos familles. Voilà pourquoi le premier facteur que j'ai cité, je pense bien, c'est la méconnaissance du rôle parental. Des parents totalement abandonnés. Mais oui, puisqu'il faut élever ses enfants à l'occidental aujourd'hui. Dans la plupart des familles, on ne sait pas s'y prendre. Il y a ce que j'ai appelé l'absence de modèle et l'absence... Modèle dans la société, par exemple. Voilà, l'absence de modèle et la perte de repères chez les jeunes, qui a des incidences néfastes dans l'évolution des jeunes. Une fois à l'âge pubère, faute de meilleures propositions de la part de la société, on se choisit un rôle plus plaisant qu'utile à interpréter. Voilà pourquoi, quelque part, je vais finir ma question, la réponse par là. Quelque part, je dis que le manque de modèle, l'absence de modèle et la perte de repères au Congo a plongé ses enfants plus dans l'irrationalité que dans l'illégalité. Un dernier facteur, pour terminer, il y a la méconnaissance de son rôle par l'État lui-même vis-à-vis de l'enfance et de la famille. Parce que, vous regardez bien cette attitude à la limite égocentrique de nos dirigeants, vouloir toujours se servir au lieu de servir. Je me suis posé la question dans le livre, à savoir si ce n'était pas un héritage de notre culture ancienne de la chefferie, de la royauté, où nous sommes habitués à avoir des chefs souverains qui ne pensent qu'à eux et les applaudir en tout et pour tout. Parce que la démocratie elle-même est une culture que nous ne nous sommes pas encore très bien appropriée. Et je sais aussi qu'il faut du temps pour passer de la création d'un État à celle d'un État de droit. Nous sommes dans une société en autoconsommation. Oui. On voit déjà la page de couverture, un serpent qui se mord. Et comment aujourd'hui attaquer ce mal à la racine? Où une société aujourd'hui est soit dominée par les Arabes, les Américains, les bébés noirs, difficile de les contenir. Et dans votre ouvrage, finalement, vous abordez toutes ces questions-là. Comment attaquer ce mal à la racine, puisqu'il y a un chapitre entier qui est consacré à ça. Oui, voilà pourquoi, en conclusion, je pose la question de savoir comment les jeunes Congolais peuvent-ils espérer jouer de meilleurs rôles. Ça, c'est la question que je me pose. C'est ce que j'ai aimé. Et avant d'y arriver, je tiens à dire une chose, que en 60 ans presque d'indépendance, nous avons bâti une société congolaise où pour exister, il faut être quelqu'un, l'enfant de quelqu'un, ou au moins de la même famille que quelqu'un. Alors, dans cet environnement infesté par le favoritisme, le tribalisme, la corruption, quelles peuvent être les espérances de la jeunesse, c'est-à-dire des 3/4 de la population? Est-ce que tout le monde peut avoir des parents, quelque part, ou de l'argent pour progresser, puisque nous ne sommes pas une société méritocratique? Je vais passer aux solutions, M. Wences. J'en ai fait les plus urgentes. J'ai fait des propositions sur les plus urgentes. Parce qu'il n'y a qu'une seule solution qui est possible. C'est, écoutez-moi bien, il nous faut dans ce pays, et je le dis, c'est maintenant qu'il le faut, un seul et même plan national d'action. Un plan national d'action, si vous voulez, un plan national de lutte contre la délinquance juvénile. Merci Olivier Lincoln Bateas Molombe, et nous vous recevions ici dans la médiathèque de l'Institut français du Congo, et nous parlions évidemment de votre ouvrage, et c'est le tout premier d'ailleurs, Stop au gaspillage des jeunes. Oui, un ouvrage qui constitue pour vous un cri d'alarme, cri d'alerte plutôt, à l'endroit de la mémoire collective pour qu'il y ait réellement la conscience collective, pour qu'il y ait réellement la prise en charge des jeunes. Alors, merci.
C'est la fin de cette émission, Madame, Monsieur. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt et bonne suite le programme sur Vox Télévision.